Numéro 10, Humboldt County, 5. Tard dans la nuit, près d'Eureka, en Californie, un couple entend qu'on frappe frénétiquement à leur porte d'entrée. Quand ils ouvrent la porte, une jeune femme se tient là, sans vêtements, tremblante et suppliant qu'on la laisse entrer. Elle dit qu'il y a un homme dans les arbres. Elle dit qu'il la poursuit. Le couple l'emmène à l'hôpital et d'une manière ou d'une autre, elle survit. Elle s'en est sortie pour l'instant. Mais ce qui rend son histoire si troublante, c'est qu'elle n'était pas la première femme liée à ces bois, loin de là. À la frontière de la Californie et de l'Oregon se trouve une forêt isolée appelée le Triangle d'Émeraude. C'est un lieu de séquoias géants, de brouillard dense et de vastes étendues sauvages où l'on peut disparaître sans faire un bruit. Entre le début des années 1990 et 2014, 5 femmes ont disparu ici, 5 femmes. Et malgré des années d'enquête, personne n'a jamais vraiment expliqué ce qui leur est arrivé. Nous sommes le 13 septembre 1993. Jennifer, une jeune femme, quitte son appartement un matin pour se renseigner sur un emploi dans une ferme au bout de la route. Elle n'a pas de voiture, alors elle fait ce que tout le monde faisait à l'époque sans y réfléchir à 2 fois. Elle marche jusqu'à la route et fait de l'autostop. C'est la dernière fois que quelqu'un la voit. Jennifer vivait avec son petit ami, Tro, juste de l'autre côté de la limite du comté, dans le comté de Trinity, puis vint ce matin-là. Le travail, la ferme, son pouce tendu sur le bord de la route pour faire de l'autostop, et après ça, plus rien. Tro signale sa disparition, mais la police semble à peine s'en préoccuper. Il décide presque immédiatement qu'elle est probablement simplement partie de son propre chef. Affaire classée, sauf que personne parmi ceux qui connaissent Jennifer n'y croit une seconde. Elle a tout laissé derrière elle, sa carte d'identité, sa carte bancaire, son sac de voyage, même son sac de couchage. Et si vous voulez comprendre pourquoi c'était important, écoutez ce que sa mère a dit à un journaliste. Aucune hippie qui se respecte ne laisse son sac de couchage. 6 jours passent, sans aucune nouvelle de Jennifer. Finalement, Tro et les hommes avec qui elle vivait se rendent eux-mêmes à la ferme pour voir si elle est arrivée, mais ce n'est pas le cas. Jennifer n'y est jamais arrivée. De retour à New York, sa mère Susan appelle sans cesse le bureau du shérif du comté de Trinity, leur demandant d'agir. Elle leur envoie une photo de sa fille, mais la réponse est toujours la même. Fugue, pas de recherche sérieuse, aucune urgence. Susan va même jusqu'à impliquer son député, espérant que cela fera avancer l'enquête, mais ce n'est pas le cas. Finalement, elle doit contacter son propre shérif dans le comté de Nassau, à New York, avant que quelqu'un en Californie accepte d'enquêter officiellement sur la disparition de Jennifer. Au moment où les autorités commencent à prendre l'affaire au sérieux, un temps précieux a déjà été perdu. Susan et son mari Fred prennent l'avion pour la Californie eux-mêmes. Les hommes avec qui Jennifer vivait aident du mieux qu'ils peuvent. La famille engage un détective privé. Le bureau d'enquête de Californie finit par s'impliquer. Mais à ce moment-là, des années se sont écoulées. Jennifer n'a jamais été retrouvée. À ce jour, son dossier reste ouvert. Officiellement, elle est toujours portée disparue. 4 ans passent, puis cela se reproduit. Le 25 novembre 1997, une jeune fille de 16 ans nommée Karen Mitchell termine une visite au magasin de sa tante près du centre commercial Bayshore à Eureka. Elle sort, une voiture s'arrête, personne ne peut l'identifier, personne ne l'a jamais vue dedans auparavant. Karen monte dans la voiture et elle s'éloigne. Elle doit rejoindre sa tante et son oncle plus tard, mais elle n'arrive jamais. Cette fois, la réaction est rapide. Des bénévoles, la police, sortent presque immédiatement, frappant aux portes, parcourant les villes, errant dans les marais autour d'Eureka, heure après heure après heure. Mais rien, pas de Karen, pas de voiture, pas la moindre trace de l'une ou de l'autre. Maintenant, voici le détail qui vous marque. Quelqu'un d'autre se trouvait sur cette même route ce jour-là, un automobiliste, simplement en train de conduire, et il a dû freiner brusquement parce qu'une voiture était arrêtée en plein milieu de la route devant lui. Il l'a contournée doucement. Il regarde, et il y a une jeune femme debout près de cette voiture arrêtée, en train de parler à la personne au volant. Le témoin dira plus tard qu'elle ressemblait étrangement à Karen. Même heure de la journée, même route. C'était elle, et ils sont passés juste à côté. Ils ne pouvaient pas savoir. Nul ne pouvait le savoir, mais quelqu'un l'a fixé dans les yeux, de près, puis ce moment s'est évanoui à jamais. Il subsiste un élément dans l'affaire de Karen. Au fil des années, les soupçons se sont tournés vers un nom que vous connaissez probablement, Robert Durst. Durst, héritier d'une dynastie immobilière new-yorkaise, était depuis des décennies soupçonné d'actes terribles restés impunis. En 2015, il a été arrêté pour la mort d'une femme nommée Susan Behrman, au moment même où un documentaire sur lui était diffusé. Dans le dernier épisode, il oublie son micro allumé, s'éloigne et est surpris à marmonner ce qui semble être des aveux.
Et en 1997, lorsque Karen a disparu, Durst vivait juste sur la côte, dans une ville appelée Trinidad, à environ une demi-heure de là. Aucune preuve n'a jamais été rendue publique liant Durst à Karen, pas la moindre. Mais les enquêteurs locaux ont déclaré officiellement qu'ils voulaient l'interroger à son sujet. Ont-ils jamais eu cette chance? Personne ne peut le dire. Durst est parti maintenant, il est mort en détention, et tout ce qu'il savait, s'il savait quelque chose, il l'a emporté avec lui. L'affaire de Karen est toujours ouverte à ce jour, au point mort. Maintenant, souvenez-vous de la femme à la porte, suppliant deux inconnus de la laisser entrer? Elle s'appelait Christine Walters. Elle avait 23 ans en novembre 2008, presque 11 ans jour pour jour après que Karen soit montée dans cette voiture. Christine était venue en Californie comme beaucoup de jeunes, pour découvrir un peu le monde, pour comprendre ce qu'elle voulait étudier. Les personnes qui la connaissaient la décrivent comme chaleureuse et ouverte, du genre à faire facilement confiance et à recevoir la confiance des autres en retour. Ce couple l'emmène donc à l'hôpital et ce qu'elle raconte aux médecins et à la police est difficile à suivre et encore plus difficile à oublier. Elle raconte être allée dans les bois pour boire du thé hallucinogène lors d'une cérémonie de purification et avoir vu des démons. Elle dit qu'il la suivait et elle raconte qu'il y avait aussi un homme, un vrai, qui est sorti des arbres pour la poursuivre et qu'elle s'est enfuie. On pourrait écarter tout ça d'un revers de main, mais les enquêteurs ne l'ont pas fait. Ceux qui s'occupaient d'elle ont commencé à comprendre ce qu'ils voyaient. Une jeune femme qui avait été attaquée, pendant tout son séjour à l'hôpital, elle n'arrêtait pas de répéter la même chose encore et encore. Quelqu'un essaie de l'attraper. Il ne s'arrêtera pas. Il ne va pas s'arrêter tant qu'il ne l'aura pas attrapée. De retour dans le Wisconsin, ses parents s'activent pour la ramener chez elle, pour la mettre dans un avion. Sa mère la supplie. « S'il te plaît, reste juste à l'hôpital. Tu es en sécurité là-bas, mais Christine est adulte et elle veut sortir. » Le personnel ne peut que la laisser partir. Elle séjourne dans un petit hôtel en attendant son vol. Dans cet hôtel, elle se referme sur elle-même. Elle reste enfermée dans sa chambre pendant des heures et ne sort que lorsqu'elle y est obligée. Elle est si proche, elle est presque tirée d'affaire, presque rentrée chez elle. Et puis, quelques jours plus tard, Christine entre dans une boutique pour photocopier sa carte d'identité afin de l'envoyer à sa famille dans le Wisconsin. Elle ressort de cette boutique et personne ne l'a revue depuis. Numéro 9, Pearl Pinson. C'est un mercredi matin, le 25 mai 2016, et sur une passerelle piétonne au-dessus de l'Interstate 780 à Vallejo, en Californie, des gens entendent des coups de feu, puis une fille crier à l'aide. Alors tout le monde se retourne, et ce qu'ils voient sur ce pont, c'est un homme qui tient une adolescente et qui la traîne sur la passerelle. Ce sont juste des gens ordinaires, vous savez, qui vont au travail ou à l'école, mais ils ne restent pas figés. Ils vont vers elle, plusieurs d'entre eux, parce que personne n'a besoin de vous expliquer ce que vous voyez. Vous pouvez voir que quelque chose ne va vraiment pas et ils essaient de l'atteindre. Elle s'appelle Pearl Pinson. Ils ne l'atteignent pas à temps. Avant toute intervention, l'homme force Pearl à monter dans le coffre et disparaît. Les gens appellent la police immédiatement et la police arrive rapidement. Mais quand ils arrivent, il n'y a plus de voiture, plus d'hommes, plus de filles. Seul son téléphone portable est posé par terre. Pearl, 15 ans, marchait vers l'arrêt de bus scolaire à quelques pâtés de maison de chez elle. Le même trajet qu'elle faisait chaque jour depuis des années, et en l'espace d'environ 2 minutes, elle avait disparu. Des personnes sur ce pont ont assisté à la scène sans pouvoir intervenir, et c'est là que cette affaire devient si troublante. Les personnes qui cherchaient Pearl ne partaient pas de zéro, ils avaient des témoins, beaucoup de témoins. Ils avaient des descriptions suffisamment détaillées pour identifier l'homme sur ce pont presque immédiatement. Il s'appelait Fernando Castro, il avait 19 ans, et au fur et à mesure que l'enquête progresse, les détectives vont recueillir des preuves à l'appel, des témoignages, des images de vidéosurveillance, des preuves matérielles, des chronologies et des pistes. À la fin, ils sauront qui a enlevé Pearl, où il l'a emmenée, et une grande partie de ce qui s'est passé ensuite. Mais malgré tout cela, ils ne pourront toujours pas la ramener chez elle, et c'est ce qui rend cette affaire si difficile à comprendre. Parce que d'habitude, quand une affaire reste non résolue, c'est parce que personne ne sait ce qui s'est passé. Cette fois, les enquêteurs savaient presque tout, sauf la seule chose qui comptait. Pourquoi elle? Parce que c'est là que l'histoire commence à devenir étrange. Le lien entre Pearl et Fernando Castro est l'une des rares parties de cette affaire qui n'a jamais été clairement expliquée. Au début, les enquêteurs les ont décrits comme des connaissances.
En même temps, ils ont clairement indiqué qu'ils pensaient que Pearl avait été enlevée contre sa volonté, mais au fur et à mesure que l'enquête avançait, ce lien supposé a commencé à s'effriter. Les enquêteurs diront plus tard qu'il n'y avait aucun lien connu entre eux deux. La famille de Pearl a dit la même chose. À leur connaissance, Pearl ne connaissait pas Fernando Castro. Et si c'est vrai, un homme de 19 ans savait exactement où elle serait ce matin-là, l'a interceptée alors qu'elle se rendait à l'école à pied et l'a forcée à monter dans le coffre de sa voiture en plein jour sans que personne ne puisse jamais expliquer pourquoi. Mais voici la partie que la famille de Pearl n'a jamais pu surmonter, l'alerte Amber. Parce que malgré les témoins, malgré le suspect, malgré le fait que la police savait qu'une fille de 15 ans avait été forcée à monter dans une voiture en plein jour, l'alerte n'a pas été diffusée immédiatement. D'après la famille, cela a pris plus d'une journée, et quand on recherche un adolescent enlevé, une journée, c'est une éternité. Le père de Pearl, James, a déclaré que cela aurait dû se produire bien plus tôt. Depuis, il milite pour des changements dans la loi, espérant que la prochaine famille ne perde pas le temps que la sienne a perdu. Lorsque l'alerte finit enfin par être diffusée dans tout l'État, les choses commencent à aller vite. Une patrouille repère Castro au volant de sa voiture, sauf qu'à ce moment-là, il se trouve à environ 480 km de ce pont à Vallejo, tout au sud de la Californie. Les agents interviennent pour l'arrêter, il prend la fuite et pendant la poursuite, il tire sur les policiers qui tentent de l'arrêter. Castro bifurque dans un quartier résidentiel, abandonne la voiture et s'enfuit dans un mobile home, la maison d'une inconnue où se trouve une femme à l'intérieur. D'une manière ou d'une autre, au milieu de tout cela, cette femme parvient à sortir vivante de cette maison. Castro, toujours armé, vole un camion directement sur la propriété et tente de continuer à fuir, mais il est maintenant encerclé, largement en infériorité numérique. Et c'en est fini pour Fernando Castro. Il ne survit pas à la confrontation. Tout l'objectif de cette poursuite, c'était Pearl. Elle devait être dans cette voiture. Elle devait être proche. Alors il la cherche, mais elle n'est pas là. La seule personne qui aurait pu montrer une carte et dire qu'elle est juste là, c'était Castro. Et Castro est maintenant mort. Le bureau du shérif du comté de Solano l'a dit aussi clairement qu'on peut le dire. Il a peut-être emporté la réponse avec lui. Aucun lieu, aucune raison. À ce jour, personne ne peut vous dire avec certitude ce qui l'a poussé à agir ainsi. 10 ans plus tard, Pearl Pinson est toujours inscrite comme personne disparue. Elle n'a jamais été retrouvée. L'affaire reste ouverte et non résolue. Si vous avez la moindre information qui pourrait aider les autorités, même si cela vous semble insignifiant, même si vous n'êtes pas sûr que cela ait de l'importance, veuillez appeler la ligne de signalement du bureau du shérif du comté de Solano. Le numéro est le 707-784-1963, numéro 8, Eileen Michaloff. D'accord, imaginez un lundi soir. Il est un peu plus de 6 heures, en janvier 1989. Une femme nommée Maddie arrive sur un parking devant une patinoire non loin de San Francisco et elle est là pour la raison la plus ordinaire du monde. Elle vient chercher sa fille. Elles l'ont fait des milliers de fois car sa fille Eileen est sur la glace depuis l'âge de 4 ans. Alors Maddie entre et elle cherche sa fille du regard à travers la patinoire, comme elle le fait toujours, mais sa fille n'est pas là. Elle trouve l'entraîneur et ce qu'il lui dit la glace sur place. Eileen n'est jamais venue à l'entraînement ce jour-là. Elle n'est jamais arrivée du tout. Et si vous connaissiez Eileen, c'est ce qui vous ferait peur, parce qu'Eileen Michaloff ne manquait jamais l'entraînement. C'était le genre d'enfant qui ne déviait jamais de sa routine sans prévenir ses parents d'abord. Alors, qu'elle ne soit tout simplement pas là où elle était censée être, ce n'était pas une ado qui séchait un après-midi. Ça ne lui ressemblait pas du tout. Maddie le sentait au fond d'elle. Quelque chose n'allait pas. Et cette marche pour rentrer de l'école, celle qu'Eileen a faite cet après-midi-là, c'est la dernière fois que quelqu'un l'a vue. Nous sommes le 30 janvier et elle est sortie de l'école vers 14h30 et il faisait chaud ce jour-là, anormalement chaud pour la fin janvier. Elle avait entraînement ce soir-là et sa mère devait venir la chercher après, comme d'habitude, mais il faisait beau et elle avait du temps, alors elle a pris une petite décision, totalement anodine. Elle allait rentrer à pied sur les 3 kilomètres qui la séparaient de chez elle, et quelque part sur ce trajet, quelque part entre l'école et sa maison, Eileen Michaloff disparaît tout simplement. De retour à la patinoire, dès que Maddie apprend la nouvelle, elle et son mari Michael ne perdent pas une seconde. Ils montent dans la voiture et commencent à parcourir l'itinéraire d'Eileen, faisant des allers-retours entre l'école et la maison, vérifiant chaque raccourci, le terrain derrière le centre commercial, le ruisseau, le parc, et il n'y a rien. Aucune trace d'elle. Ils appellent la police qui fait venir des limiers pour commencer au ruisseau. Personne ne dit à voix haute ce qu'ils craignent, mais tout le monde y pense. Les chiens ne trouvent rien, pas une trace d'elle.
L'affaire devient publique et les témoignages affluent. Certains assurent l'avoir vu, mais tous s'effondrent un à un. Chacun d'entre eux s'avère être une erreur d'identification, pas la bonne fille, pas au bon endroit. Et puis, quelques jours après le début de tout ça, les équipes de recherche retournent fouiller le parc une seconde fois, et cette fois, ils trouvent quelque chose. Juste là, près de l'entrée du parc, au fond du lit du ruisseau, quelqu'un trouve le sac à dos d'Aileen et son porte-clés, et c'est à ce moment-là que l'affaire cesse d'avoir du sens. Les enquêteurs avaient déjà fouillé la zone et les objets n'y étaient pas, ce qui indique que le sac à dos et le porte-clés ont été déposés dans le ruisseau après. Quelqu'un les a placés là après la première fouille, après que les équipes de recherche aient rangé leur matériel et soient rentrées chez elle pour la nuit, ce qui élimine certaines hypothèses. Elle ne s'est pas égarée hors du sentier. Elle n'est pas tombée par accident dans le ruisseau sans que personne ne le remarque. Les enquêteurs ont conclu qu'Aileen avait été enlevée et que son ravisseur était suffisamment calme, suffisamment à l'aise pour revenir exactement à cet endroit alors que les recherches étaient encore en cours et y déposer tranquillement ses affaires. Elle avait été enlevée et la personne qui l'a fait ne paniquait pas. Puis l'affaire retombe dans le silence. Les grandes recherches s'essoufflent. Le FBI intervient, les pistes continuent d'affluer et aucune d'entre elles n'aboutit. Après ce sac à dos et le porte-clés retrouvé dans le ruisseau, plus aucune preuve concrète n'est jamais retrouvée. Aucun appel de rançon, aucune trace d'elle, nulle part. La piste s'épuise et l'affaire reste au point mort et les années commencent à s'accumuler. 1 an, puis 10, puis 30, et ses parents n'ont jamais cessé de la chercher, pas un seul jour. Et pendant tout ce temps, toutes ces années, Maddie et Michael ont gardé la chambre d'Aileen exactement comme elle l'avait laissée. Ils ont gardé la chambre prête au cas où leur fille rentrerait pour qu'elle la retrouve comme avant. Mais en 2020, après presque 2 ans à lutter contre le cancer, Maddie est décédée. Elle a passé 31 ans à chercher sa fille. 31 ans, elle a gardé cette chambre prête, dans l'attente d'une fille qui n'est jamais rentrée, et elle est morte sans jamais savoir ce qui était arrivé à Aileen. Si vous appréciez l'épisode jusqu'à présent, abonnez-vous et laissez un like, cela aide vraiment l'émission à toucher plus de personnes. Si vous écoutez sur une plateforme de podcast, une note 5 étoiles aide beaucoup. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez. J'aime toujours voir jusqu'où ces histoires se diffusent. Numéro 7, Kevin Andrew Collins. C'est un après-midi froid à San Francisco, le 10 février 1984, et il y a un garçon de 10 ans qui attend seul à un arrêt de bus. L'entraînement de basket vient de finir, mais aujourd'hui son grand frère, habituellement chargé de le raccompagner, est malade à la maison. Alors, il est tout seul là, à attendre le bus, puis un homme s'approche de lui, ceux qui s'en souviendront plus tard le décriront tous de la même manière. Grand, environ 1,80 m, avec les cheveux blonds, et juste à côté de lui en laisse, un gros chien noir, et personne n'y prête vraiment attention. C'est juste un homme, un garçon et un chien à un arrêt de bus. Un après-midi en semaine, le bus arrive, ou peut-être pas, personne n'en est vraiment sûr. Mais quelque part dans ces quelques minutes, Kevin Collins disparaît de ce coin de rue et on ne le revoit jamais. Kevin était timide, mais il adorait être dehors et il aimait le basket et il avait intégré l'équipe de Sainte-Agnès. C'est donc là qu'il se trouve l'après-midi du 10 février. L'entraînement se termine. C'est là que sa timidité d'enfant compte. Son frère Gary le ramène généralement chez lui. Mais Gary est alité ce jour-là. Kevin aurait pu demander à son entraîneur ou à un autre garçon de le ramener. Mais il ne veut pas déranger, alors il sort simplement du gymnase, tout seul, en silence, et va attendre le bus. Personne ne sait s'il est monté dans le bus ou non. Ce coin de rue est le dernier endroit où quelqu'un l'a vu. Quand Kevin ne rentre pas à l'heure habituelle, sa mère, Anne, sait presque immédiatement que quelque chose ne va pas. Elle prend le téléphone et appelle toutes les personnes auxquelles elle peut penser, ses camarades de classe, l'école, ses professeurs, et aucun d'entre eux ne l'a vu depuis qu'il a quitté ce gymnase. Alors, le père de Kevin, David, et le frère d'Anne, Michael, partent à pied et parcourent le quartier à la recherche de la moindre trace de lui. Peut-être qu'il s'est éloigné, peut-être qu'il s'est perdu en se trompant de chemin. Les heures passent et il n'y a aucun signe de lui nulle part. Quand la famille appelle enfin la police, celle-ci écarte presque aussitôt l'affaire. Ils pensent que le garçon est chez un ami et reviendra. Mais Anne et David connaissent leur fils et ils savent que Kevin les aurait prévenus. Il ne rentre jamais sans donner de nouvelles. Alors la famille fait ce que la police ne fera pas. Ils organisent leur propre groupe de recherche et se répartissent dans toute la ville. Ils impriment des affiches avec le visage de Kevin et les collent partout où ils le peuvent. Des inconnus arrivent pour aider, des bénévoles au grand cœur incapables de rester inactifs alors qu'un petit garçon a disparu.
Quelqu'un met en place une ligne téléphonique dédiée et la famille se relaie, blottie près du téléphone jour et nuit, priant qu'il sonne. Un mois passe, toujours rien. Ces affiches finissent par débloquer quelque chose. Des personnes aperçoivent le visage de Kevin sur un prospectus et contactent les enquêteurs, affirmant avoir vu Kevin debout à un arrêt de bus près de Sainte-Agnès, discutant avec un homme grand, peut-être d'environ 1,80 m, blond, accompagné d'un gros chien noir en laisse. Et quelques autres personnes ont mentionné autre chose, une Ford Galaxy bleue aperçue en train de tourner près de l'école. Si cette voiture avait un rapport avec Kevin, personne ne peut le dire. Elle est juste là, en arrière-plan. Jamais expliquée. Et c'est à ce moment-là que l'affaire de Kevin cesse d'être une histoire locale, parce qu'il devient l'un des premiers enfants disparus dans ce pays à avoir son visage imprimé sur une brique de lait, des millions d'entre elles. Partout en Amérique, les gens s'assoient pour le petit déjeuner, versent des céréales, et il y a le visage de ce petit garçon qui les regarde, avec un mot imprimé en dessous, disparu. Mais à ce moment-là, la piste s'est déjà refroidie, un mois devient une année devient de nombreuses années, et cette incertitude, elle finit par déchirer lentement toute la famille. La tension au sein du mariage d'Anne et David devient trop forte, et ils finissent par divorcer. Et les frères et sœurs de Kevin ont déclaré officiellement que cela les hante encore à ce jour. Leur frère est sorti d'une salle de sport un après-midi et a disparu, et ils n'ont jamais eu la moindre réponse sur ce qui lui est arrivé. Je vais maintenant avancer un peu, car après cela, l'affaire reste silencieuse pendant très longtemps. Et puis, fin 2005, quelque chose de vraiment étrange se produit. Un jour, une employée du département d'État passe en revue des demandes de passeport et un nom la fige sur place. Kevin Andrew Collins. Elle connaît ce nom. Elle se souvient de l'affaire. Alors elle appelle la police et il retrouve la personne qui a déposé la demande. Et pendant un instant, il y a peut-être une lueur d'espoir. Peut-être que Kevin est en vie. Peut-être qu'il a rempli le formulaire. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il s'est avéré que c'était un homme qui commettait un vol d'identité. D'après ses propres dires, il a choisi le nom de Kevin parce qu'il pensait que suffisamment de temps s'était écoulé pour que personne ne se souvienne de l'affaire. La police l'a innocenté de toute implication dans la disparition. Il a utilisé le nom d'un garçon disparu pour obtenir un passeport et a plaidé coupable de fraude. C'était un acte sans cœur et égoïste, et cela a fait revivre à la famille de faux espoirs pour rien. Puis 8 autres années passent. Et en 2013, l'unité des affaires non résolues du département de police de San Francisco rouvre le dossier de Kevin. Grâce à d'anciennes pistes et des preuves circonstancielles, ils obtiennent un mandat pour perquisitionner une maison sur Masonic Avenue, à 2 pâtés de maison de l'endroit où Kevin a été vu pour la dernière fois. Ils font venir des chiens renifleurs de cadavres et le chien sent quelque chose. Ils signalent qu'il y a un corps enterré dans le jardin de cette maison. Alors ils commencent à creuser, et ce qu'ils remontent ce sont des restes, mais pas des restes humains. Les os appartiennent à un chien. Les propriétaires de cette maison ont emménagé après la disparition de Kevin, ils n'ont donc jamais été suspects, encore une impasse. Mais 2013 est l'année où la police finit par révéler sur qui portait ses soupçons depuis tout ce temps. Lors d'une conférence de presse, le chef de la police de San Francisco, un homme nommé Greg Suhr, a désigné quelqu'un, il reste prudent à ce sujet. Il l'appelle une personne d'intérêt et il s'agit de Wayne Jackson. Voici ce que la police savait à propos de Wayne Jackson. Il leur était déjà bien connu, condamné pour un acte obscène sur un enfant, la même à San Francisco, et il était recherché au Canada pour une autre affaire sur des accusations similaires. En remontant à 1973, il mesurait environ 1,80 m, il avait les cheveux blonds et il possédait un grand chien noir, exactement comme les témoins avaient décrit l'homme à l'arrêt de bus. Et les choses deviennent encore plus étranges à partir de là. Parce qu'au Canada, cet homme n'était pas du tout Wayne Jackson. À l'époque, il utilisait le nom de Raymond William Stewart. Et plus tard, après son passage en Californie, il a de nouveau changé de nom pour devenir Dan Tarian. Il a vécu dans la région de San Francisco jusqu'à sa mort naturelle en 2008. Selon la police, il a utilisé de nombreux noms différents. Ils avaient cet homme dans leur viseur dès le début. Le chef Suhr a dit que Jackson avait été interrogé dans les années 80, juste après la disparition de Kevin, car il correspondait à la description de l'homme à l'arrêt de bus. Ils ont même fouillé sa maison, qui se trouvait à distance de marche de Sainte-Agnès, et ils n'ont rien trouvé, alors il est reparti libre. Ce n'est que des décennies plus tard, lorsque les enquêteurs ont enfin démêlé tous ces noms, que la situation est redevenue claire et les a ramenés directement vers lui. En se basant sur son casier, ses changements de nom fréquents et une description correspondant à ce que ses témoins avaient vu. La police pense que Wayne Jackson est responsable de la disparition de Kevin, mais il n'a jamais été inculpé.
Il est mort en homme libre, sous un faux nom, dans son propre lit, et si la police avait raison à son sujet, alors il a emporté la réponse avec lui dans la tombe. Cependant, la police pense que Jackson n'a pas agi seul. Ils pensent qu'il y avait un complice, quelqu'un qui était là à l'époque, et que cette personne, selon les enquêteurs, n'a jamais été nommée publiquement. Pendant des années, les autorités ont demandé à cette personne de parler et de révéler ce qu'elle sait, lui offrant même une immunité totale. Dites-nous ce qui s'est passé et il ne vous arrivera rien. Et à chaque fois qu'ils ont demandé, la réponse a toujours été non. Numéro 6, Gene Spangler. 2 jours après la disparition de Gene Spangler, quelqu'un qui se promène dans Griffith Park tombe sur son sac à main. Il se trouve dans une partie du parc appelée Ferndale. Ses affaires personnelles sont toujours à l'intérieur et il y a aussi un mot. Il dit, je cite, « Kirk, je ne peux plus attendre. Je vais voir le Dr Scott. Ce sera mieux ainsi pendant que maman est absente. » Alors, qui est Kirk? Qui est le Dr Scott? Que veut-elle dire? Ce sera mieux ainsi. Et qu'est-ce que Jean était sur le point d'aller faire? Jean Spangler était une actrice montante à l'âge d'or d'Hollywood. Entre 1948 et 1950, elle est apparue dans plusieurs films, de petits rôles de figuration, certes, mais elle était sur de vrais plateaux, en train de travailler. Mais jouer la comédie n'était qu'une partie de la vie de Jean. Elle était aussi maman. Elle s'est mariée en 1942 et a eu une petite fille nommée Christine. Et lorsque ce mariage a échoué, cela s'est transformé en une longue et amère bataille pour la garde de l'enfant. Jean s'est battu et Jean a gagné. Puis est arrivé le 7 octobre 1949, il est environ 5 heures du soir. Et Jean laisse Christine chez sa belle-sœur. Elle a encore 2 arrêts à faire. Elle prévoit d'abord de rencontrer son ex-mari Dexter pour discuter de la pension alimentaire qu'il n'a pas payée. Ensuite, elle annonce devoir passer toute la nuit sur un plateau de tournage et pas pour un film ordinaire. Il s'appelle Jeune homme avec une trompette, avec au casting de vraies stars comme Kirk Douglas. Ce rôle aurait pu permettre à Jean de sortir de l'ombre et d'obtenir de vrais rôles principaux, mais nous ne le saurons jamais, parce que cette nuit-là, Jean disparaît. Le lendemain, Jean ne vient pas chercher Christine. Au début, personne ne panique. Les tournages de films prennent souvent du retard, alors peut-être qu'elle est simplement en retard. Mais ensuite, un autre jour passe, puis encore un autre, et il n'y a rien. Aucun appel, aucune nouvelle, pas de Jean. C'est là que la peur s'installe. Parce que ce n'est pas son genre. Jean ne laisserait jamais sa fille comme ça. Quelque chose ne va pas. Et puis il y a le sac à main. 2 jours après qu'elle ait été vue pour la dernière fois, ce sac a été retrouvé à Griffith Park avec le billet à l'intérieur, le billet pour Kirk. Alors, le premier nom auquel tout le monde pense, c'est le plus évident, Kirk Douglas, la star de cinéma, l'homme avec qui elle est sur le point de travailler, sauf que Kirk Douglas entend parler de ce bill et va directement au LAPD lui-même. Il leur dit clairement qu'il n'est pas le Kirk mentionné dans cette lettre. Oui, il connaît Jean, ils ont travaillé ensemble, mais il dit que c'était strictement professionnel, rien de plus. Et il peut justifier où il a été tout ce temps. Donc, la police ne le considère même pas comme un suspect. Ensuite, il s'intéresse à l'ex-mari, Dexter, et sur le papier, c'est le coupable idéal. Divorce amer, longue bataille pour la garde. Jean devait rencontrer cette personne en dernier ce jour-là, mais Dexter affirme à la police qu'elle n'est jamais venue. Sa nouvelle femme le soutient. Et ses déplacements sont également vérifiés. Donc, tout simplement, il est innocenté. Les enquêteurs et les journalistes se dispersent dans tout Los Angeles à la recherche du moindre indice. Un employé du Original Farmers Market, assez proche de l'appartement de Jean pour qu'elle puisse s'y rendre à pied, a déclaré l'avoir vu là-bas. D'après ce témoignage, Jean avait l'air d'attendre quelqu'un, mais personne ne l'a vu partir. Il y a encore un autre contact. La belle-sœur de Jean affirme que Jean a appelé vers 19h30 ce soir-là pour avoir des nouvelles de Christine. C'est la dernière fois connue où quelqu'un a eu des nouvelles de Jean. Rapidement, les gens imaginent le pire. Il faut replacer cela dans le contexte. Griffith Park était réputé pour être un lieu où des criminels abandonnaient des corps et la ville était déjà sur les nerfs. Moins de 3 ans plus tôt, Los Angeles avait été bouleversé par le meurtre d'une jeune femme, l'affaire tristement célèbre que le monde allait connaître sous le nom de le Dahlia Noir. Elle n'a jamais été résolue non plus, ce qui nous ramène à la note et au Dr Scott. La police fait tout son possible pour découvrir qui est ce docteur, mais elle n'avance pas. Des amis de Jean déclarent à la police qu'elle leur avait confié être enceinte presque à la fin du premier trimestre et qu'elle cherchait un médecin pour interrompre sa grossesse. Dans la Californie des années 1940, c'était illégal, mais il y avait des médecins qui le faisaient discrètement malgré tout, contre une certaine somme, à huis clos.
Dans les clubs de Los Angeles, on évoquait un certain Doc, ancien étudiant en médecine, qui réalisait l'intervention contre paiement. La police a alors suivi la piste du nom Scott. Ils ont vérifié toutes les personnes portant ce nom de famille dans toute la ville et rien ne correspondait. Ils commencent à penser que Dr. Scott était presque certainement un faux nom, quelque chose pour dissimuler l'identité du véritable homme et l'empêcher d'aller en prison. Le plus proche est un ancien lieutenant de l'armée de l'air, surnommé Scotty, qui connaissait très bien John. Ils ont eu une liaison il y a des années, pendant que Dexter était à l'étranger avec l'armée. Selon la police, Scotty avait un tempérament impulsif. Il aurait attaqué Jen et proféré des menaces lorsqu'elle a essayé de mettre fin à leur relation. Donc, ça ressemble à une piste, sauf que le timing l'élimine. Scotty et Jen ne s'étaient pas revus depuis la fin de son mariage en 1945 et Scotty n'avait aucune formation médicale. Donc, il ne peut pas être le Dr. Scott. Il est donc innocenté. Voici maintenant une information qui rend l'histoire encore plus étrange. Il y a un acteur nommé Robert Cummings qui avait travaillé avec Jean sur un film appelé The Petty Girl. Ils étaient amis, rien de romantique. Cummings dit à la police qu'il a vu Jean environ 2 semaines avant sa disparition. Il dit qu'elle semblait heureuse et qu'il le lui a dit et elle était d'accord avec lui. Elle lui a dit, je cite, « J'ai une nouvelle histoire d'amour », fin de citation. Quand Cummings lui a demandé si c'était sérieux, Jen a répondu, « Pas vraiment, mais je m'amuse comme jamais ». Elle ne lui a jamais dit le nom de l'homme. Alors repensez à cette note. Beaucoup pensaient que ce Kirk était l'homme que Jean voyait. Puisque ce n'était pas Kirk Douglas, cela signifie qu'un autre Kirk, jamais identifié, a existé dans sa vie. La mère de Jean a confirmé à la police que Jean lui avait parlé d'un certain Kirk, sans pouvoir affirmer qu'il s'agissait de Kirk Douglas. Jean travaillait pour divers studios et avait déjà cité ce nom avant de débuter sur le roi du jazz. Et ça n'a pas arrangé les choses. Le LAPD, à l'époque, était gangrené par la corruption, du genre qui avait déjà entravé l'affaire du Dahlia noir et bien d'autres similaires. D'accord, donc 4 mois passent, puis l'affaire prend un tournant radical. Un agent des douanes américaines se manifeste et dit qu'il avait suivi 2 hommes. Les 2 sont des associés connus du gangster de Los Angeles, Mickey Cohen. Ils s'appelaient Davy Ogle et Frank Nicoli, et l'agent dit qu'il y avait une femme avec eux, une femme qui ressemblait à Jen. Alors les détectives se rendent à El Paso, et là, un employé de l'hôtel regarde une photo de Jean et dit « Oui, elle a séjourné ici et elle a parlé d'aller à Las Vegas ensuite, et puis la piste s'arrête net. » Après cela, il y a eu des signalements de gens aperçus partout en Californie, à Phoenix et même jusqu'à Mexico. Aucun d'entre eux n'a jamais pu être confirmé. Alors, qu'est-il arrivé à Jean Spangler? Une hypothèse majeure, et la plus sombre, est que Jean est bien allé voir le Dr. Scott pour cette intervention, mais que tout a très mal tourné. Et plutôt que d'être arrêté et de devoir répondre de sa mort, le docteur s'est débarrassé des preuves et a fermé son activité, peut-être temporairement, peut-être définitivement. L'autre grande théorie repose sur ce douanier et l'employé de l'hôtel. Jean aurait pu être lié à l'équipe de Mickey Cohen, sans en faire partie, mais peut-être proche d'un responsable du groupe. Peut-être même l'homme avec qui elle a dit à Robert Cummings qu'elle vivait les meilleurs moments de sa vie, et dans cette version, Jean s'enfuit au Mexique ou quelque part à l'étranger, pour échapper à la honte d'être une femme enceinte non mariée à cette époque. Mais voici la vérité, il n'y a aucune preuve de tout cela. Toutes les recherches concernant le Dr. Scott n'ont rien donné. Tous les signalements étaient des erreurs d'identité ou inventées. La famille et les amis de Jean n'ont jamais cru à l'histoire de la mafia. Voilà où cette histoire s'arrête. Une jeune mère sort comme à l'ordinaire à Los Angeles vers 19h30 ce soir-là. Elle passe un coup de fil rapide pour prendre des nouvelles de sa fille et puis elle disparaît. Aucune réponse. Pas de corps, aucune explication. Christine grandit sans jamais savoir ce qui est arrivé à sa mère. Numéro 5, Amanda Nikki Campbell. Un vélo d'enfant est appuyé contre une clôture dans une rue calme de Fairfield, Californie. On dirait que la personne qui le montait l'a posé doucement pour aller faire quelque chose quelques instants, sauf que la fille qui le montait n'est jamais revenue. Elle s'appelle Amanda, elle a 4 ans et plus de 30 ans plus tard, personne ne l'a jamais retrouvée. Alors laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Le 27 décembre 1991, 2 jours après Noël, et Fairfield est encore dans cette période tranquille où la moitié de la ville ne travaille pas, les enfants sont à la maison et les rues sont complètement silencieuses. Amanda Campbell a reçu un vélo pour Noël, et comme toute fillette de 4 ans avec un vélo tout neuf, elle veut en faire dès qu'elle le peut. Plus tard dans l'après-midi, elle est toujours dehors.
Elle était chez une amie juste au bout de la rue et vers 4h30 ou 5h, elle remonte sur son vélo pour aller chez une autre amie au coin de la rue, mais elle n'y arrive jamais. Maintenant, il faut que vous compreniez de quel genre de rue il s'agit, parce que c'est important pour tout ce qui va suivre. C'est un quartier très soudé, tout le monde se connaît. Les parents surveillent toujours les enfants qui passent devant chez eux par la fenêtre. C'est le genre d'endroit où, si une gamine tombait de son vélo en pleurant, 3 adultes viendraient aussitôt l'aider. Garde ça en tête. Quand Amanda ne rentre pas, la famille part aussitôt la chercher. Puis les voisins sortent aussi, ils parcourent le quartier, appellent son nom, vérifient les jardins, regardent dans les ruelles. Ayant entendu qu'elle était partie vers le coin de la rue, ils s'y dirigent. Et on sent que la situation empire au fil de la journée, et puis la nuit tombe, et la famille trouve le vélo, appuyé contre cette clôture, à quelques pas de la maison, bien droit, sans aucune trace, comme si elle l'avait garé là, avant de partir jouer, mais elle n'est pas en train de jouer quelque part. Elle a juste disparu, et voilà la partie qui me touche vraiment. Personne n'a rien entendu, pas de cris, pas de bagarre, pas de voiture qui démarre en trombe. Dans une rue pleine de gens qui étaient chez eux, qui auraient absolument entendu quelque chose, mais maintenant il est fin d'après-midi, presque le crépuscule, dans un quartier rempli de familles, et pas une seule personne n'a vu ou entendu quoi que ce soit. Quand les flics arrivent, c'est la même histoire, aucun signe de lutte, aucun signe que quelqu'un ait été traîné. Quoi qu'il se soit passé, ça a été rapide, assez rapide pour que personne ne remarque, mais d'une manière ou d'une autre, assez lent pour qu'un enfant de 4 ans suive le mouvement. Il travailla toute la nuit, frappant aux portes, maison après maison, posant à tout le monde la même question. Vous avez vu quelque chose? Vous avez entendu quelque chose? Et c'est la même réponse à chaque fois. C'était un après-midi tranquille. Il y avait des voitures ici ou là, mais aucune information utile. Et puis tout le quartier entend un bruit qu'il n'entend pas d'habitude. Un hélicoptère arrive en rase-motte au-dessus des maisons avec un projecteur, balayant les arrière-cours des gens d'un côté à l'autre. Et les gens sont sortis et sont restés là à le regarder parce que ça n'arrive pas ici. C'est une ville sûre. Des policiers vont de maison en maison dans le noir avec des lampes, cherchant la fille de quelqu'un. Et ils amènent aussi des chiens. Quelques jours plus tard, des chiens de recherche détectent l'odeur d'Amanda près de chez elle et la suivent sur près d'1,5 km, puis la piste s'arrête net. Elle s'arrête net, et pour les enquêteurs, perdre la piste à cet endroit indique une seule chose. Ils pensent que c'est là qu'elle est partie en voiture, que quelqu'un l'a mise dans une voiture et est parti. Mais ce n'est qu'une théorie. Personne n'a jamais prouvé où la piste menait. À ce moment-là, la police de Fairfield comprend que l'affaire les dépasse. Cette affaire mobilise tout le monde, y compris le FBI, et voici pourquoi cela a tout de suite semblé très grave. Elle a 4 ans. Tout sur cette scène indiquait que quelqu'un l'avait enlevée, et il y a un point important dont nous n'avons pas encore parlé. Cela s'était déjà produit auparavant, pas très loin et pas longtemps avant. Revenons 3 ans en arrière, en 1988, à une demi-heure au sud de Fairfield. Il y a une ville appelée Panola, et une fillette de 7 ans nommée Amber Schwartz Garcia saute à la corde devant sa propre maison, et puis elle disparaît. Pas de bruit, personne ne voit rien. Une seconde, elle est dans la cour et la suivante, elle n'y est plus. Oui, les enquêteurs ont remarqué les similitudes, et il n'y avait pas qu'Amber. Prenez du recul et regardez cette partie de la région de la baie à cette époque, et il y en avait plus de 2. Il y a eu Amber à l'été 88. 5 mois plus tard, une fillette de 9 ans nommée Michaela Gerecht a été enlevée sur le trottoir devant un marché à Hayward. 2 mois plus tard, une jeune fille de 13 ans, Eileen Michaloff, a disparu en rentrant de l'école à Dublin, puis Amanda. 4 filles, en quelques années seulement, dans un même coin de la carte, et aucune d'entre elles n'est jamais rentrée chez elles. 2 jeunes filles, 2 jardins devant chez elles, à une demi-heure d'intervalle, toutes les 2 disparues sans un bruit, pas besoin d'un badge pour sentir à quel point c'est révoltant. Certaines des personnes qui cherchaient Amanda faisaient partie de la fondation Amber Schwartz. Ce groupe s'est formé après la disparition d'Amber, et ils sont venus participer aux recherches. Mais au bout de 2 jours, tout commence à sombrer parce qu'il n'y a rien, aucune piste, aucune direction, rien du tout. Ils n'ont que quelques descriptions floues d'un véhicule peut-être aperçu dans les environs, et les années passent ainsi avec des pistes sans issue. Un panneau est installé à Sacramento avec son visage, invitant toute personne ayant des infos à se manifester. Au milieu de 1992, les autorités avaient dit tout haut ce que tout le monde pensait. Il s'agissait d'un enlèvement, et ensuite, l'affaire s'est enlisée. Et pendant plus de 30 ans, aucune trace des 2 filles n'a jamais été retrouvée.
Si vous savez quoi que ce soit, et je dis bien quoi que ce soit, sur ce qui est arrivé à Amanda Campbell ou Amber Schwartz Garcia, le numéro à appeler est celui du bureau du shérif du comté de Solano, 707-42-17090, numéro 4, Kristen Modafferi. La dernière fois que Kristen a été vue avec certitude, elle était au 2e étage d'un centre commercial dans le centre-ville de San Francisco, discutant avec une femme blonde inconnue de ses collègues. Aucun nom n'a été retenu. Et qui qu'elle ait été, elle disparaît de l'histoire à ce moment-là et ne réapparaît jamais. Un peu plus tard, une caméra de sécurité à un distributeur automatique capte Kristen une dernière fois en train de retirer de l'argent avant de s'éloigner et de sortir du champ. Et c'est la dernière trace concrète que l'on retrouvera jamais de Kristen Modafferi, 18 ans étudiante en photographie qui vivait en Californie depuis à peine 3 semaines. Le 1er juin 1997, qui est aussi le jour de son 18e anniversaire, elle a déménagé dans la région de la baie et s'est installée dans une maison à Oakland avec 4 colocataires qu'elle avait trouvés en ligne. Et elle prend vite ses marques. En quelques jours, elle a trouvé 2 emplois, tous les 2 dans des cafés. Quand ses services se terminent, elle sort et parcourt la ville avec son appareil photo, apprenant à connaître les lieux. La veille de son tout premier cours, elle fait son service et mentionne à un collègue qu'elle pensait aller à une fête ce jour-là en demandant des indications pour aller à une plage. Et puis, il y a le centre commercial, la femme blonde, le distributeur automatique et après cela, plus rien. Le lendemain matin, le cours qu'elle attendait avec tant d'impatience commence sans elle. On fait l'appel. Pas de Kristen. De retour à la maison, ses colocataires remarquent qu'elle n'est pas rentrée, mais ils ne s'inquiètent pas. Pas encore. Quelques jours passent comme ça. Le père de Kristen appelle la maison et laisse un message sur le téléphone fixe. Quand une colocataire le rappelle, c'est là que cela est enfin dit à voix haute. Kristen n'a pas été vue depuis près de 3 jours. Les signaux d'alarme se déclenchent. Ses parents prennent l'avion pour Oakland et signalent sa disparition. La raison pour laquelle il faut plusieurs jours avant qu'on s'inquiète est simple. Personne ne la connaît assez pour s'alarmer immédiatement. Les colocataires et les gens de l'université viennent de la rencontrer et aucun ne peut savoir que disparaître 3 jours d'affilée ne lui ressemble pas. L'homme qui finirait par s'impliquer dans l'affaire était un ancien détective d'Oakland nommé Mahaney. Il rejetait l'idée que les jeunes adultes disparus étaient partis volontairement, car les premières heures après une disparition sont cruciales. Mais à ce moment-là, 3 jours cruciaux s'étaient déjà écoulés. Ainsi, la famille de Kristen est plongée dans le pire cauchemar de tout parent. Ils descendent dans les rues de San Francisco avec des piles de tracts, le visage de Kristen sur chacun d'eux. Ils arrêtent des inconnus et demandent « L'avez-vous vu ?» Ensuite, ils engagent un détective privé. Quand la police apprend qu'un détective privé enquête, l'affaire de Kristen devient prioritaire et Mahaney échange des infos avec lui. Ils travaillent dur. Chacun des colocataires est interrogé et tout le monde est innocenté. Ils partent à la recherche de la femme blonde du centre commercial, mais cette piste ne mène absolument nulle part. Elle ne se manifeste jamais. À ce jour, elle n'en a jamais dit un mot. Ensuite, ils fouillent la chambre de Kristen et ils trouvent quelque chose. Un exemplaire d'un journal local, le San Francisco Bay Guardian, et dans les petites annonces, une annonce est entourée. On peut lire « Amis, femmes cherchent des amis pour partager des activités autour de la musique, de la photographie, du sport, des promenades, du café ou tout simplement de la plage, et pour explorer la région de la baie. Intéressés, appelez-moi. » Photographie, la même chose que Kristen était venue étudier ici. Alors les détectives vont directement au journal pour découvrir qui a passé l'annonce. Et ils arrivent trop tard. Les dossiers ont déjà été effacés. Il n'y a plus aucun moyen de savoir si Kristen a elle-même passé l'annonce ou si elle l'a entourée parce qu'elle pensait y répondre. Ça reste sans réponse. Mahaney fait venir des chiens limiers. Ils donnent aux chiens quelques affaires de Kristen. Les chiens détectent une odeur. Et selon l'interprétation de Mahaney, Kristen marche et monte dans le bus 38 Geary. D'autres récits précisent que les chiens ont aussi retrouvé l'odeur de Kristen près du terminus de la même ligne de bus, au parc de Sotro Heights, près de Land's End, où la piste a disparu près d'une falaise au bord de l'eau. Et au début, il y a eu un indice qui semblait pouvoir tout changer. Il est parvenu à une rédaction locale et les enquêteurs ont tout laissé tomber pour le suivre sérieusement, mais cela n'a rien donné. Toute l'histoire s'est avérée être une invention, une impasse. Et poursuivre cette piste a coûté à l'enquête des semaines qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Ils n'ont ni corps, ni scène de crime, et sans cela, la police ne peut même pas qualifier l'affaire d'acte criminel. Les premiers jours ont déjà été perdus, d'abord à cause de l'idée qu'elle était partie d'elle-même, puis à cause d'un faux indice inutile.
En 1999, l'affaire de Kristen est présentée dans une rubrique de l'émission America's Most Wanted, la mettant devant un public national et presque rien d'utile n'en ressort. Les années passent. Mahane finit par prendre sa retraite, mais il n'arrive pas à se détacher de l'affaire et continue à y travailler, aidant les détectives qui prennent la relève après lui. Voici ce qu'ils savent avec certitude. Kristen n'est jamais rentrée à Oakland ce jour-là. Quoi qu'il se soit passé, cela s'est produit à San Francisco. Soit elle a été emmenée hors de la ville, soit elle est partie d'elle-même. Mais d'une manière ou d'une autre, elle n'est jamais revenue. Mahane a sa propre théorie sur le reste. Il pense que Kristen a fini dans la baie, jetée depuis l'un des ponts de la ville, et il vous dira franchement qu'après presque 30 ans, les chances de la retrouver ainsi sont quasiment nulles. Les marées continuent de tout emporter. Tout ce qui était là-dessous a disparu depuis longtemps maintenant, mais il y a une autre possibilité, plus discrète, et d'une certaine manière, elle pèse encore plus lourd. Ce bus que les chiens pensent qu'elle a pris, son itinéraire mène vers un endroit appelé Land's End. Ce magnifique belvédère à la lisière de la ville, où tout le Pacifique s'ouvre avec le pont du Golden Gate sur le côté, exactement le genre de vue qu'un photographe cherche à capturer. Donc, la théorie veut que Kristen soit allée là-bas pour prendre des photos, se soit approchée trop près du bord, ait perdu l'équilibre et soit tombée. Et si c'est ce qui s'est passé, dit Mahane, quelqu'un qui l'a consulté dans une agence fédérale océanique lui a dit qu'un corps tombant dans l'eau cette nuit-là pourrait être emporté jusqu'à Monterey, à plus de 100 miles au sud, en moins de 3 jours, compte tenu des grottes le long de cette côte et de la manière dont le courant y circule. Mahane dit que les chances de la retrouver un jour sont pratiquement nulles. Il fera aussi remarquer qu'il y a probablement des restes le long de cette côte qui ont 100, voire 1000 ans. Donc, même dans la très improbable éventualité où quelque chose viendrait s'échouer un jour, les chances que ce soit Christian sont quasiment nulles. Beaucoup ignorent que je ne fais pas que raconter des histoires, je fais aussi de la musique. Mon album Soiskara est désormais disponible en streaming partout. Le lien est en description si vous voulez aller voir. Vous pouvez me suivre sur Instagram à DylanIsChillinWitty avec des tirets bas à la place des espaces, sur X à Witty_WittyChills et sur TikTok à Chills. Numéro 3, Crystal Timmick. 4 enfants jouent dans un jardin un après-midi d'été. 3 frères et leur petite sœur. Ils sont à peine 1 mètre ou 2 les uns des autres. Et puis, d'une manière ou d'une autre, la petite fille disparaît. Personne ne la voit partir, personne ne voit quelqu'un l'emmener. Un instant, elle est là, jouant sous un pêcher dans un jardin du centre-sud de Los Angeles. L'instant d'après, elle a tout simplement disparu. Les enfants avaient passé l'après-midi à voir qui lançait des pêches le plus loin par-dessus la maison voisine. C'était leur jeu. Et quelque part au milieu de tout ça, alors que ses 3 frères étaient juste à côté d'elle, leur petite sœur a disparu. Elle s'appelle Crystal, elle a 6 ans. Ce qui rend cette affaire troublante, c'est que lorsque ses frères ont constaté sa disparition, aucun ne savait précisément quand ils l'avaient vue pour la dernière fois. Ils étaient dehors depuis des heures. À ce moment-là, elle aurait pu être partie depuis 5 minutes ou depuis 2 heures. Personne ne savait. Les enquêteurs n'ont donc jamais pu déterminer précisément le moment où elle a disparu. Au lieu de ça, ils se sont retrouvés avec un trou dans la chronologie de l'après-midi, moment où une petite fille a disparu sans que personne ne s'en aperçoive. Plus de 30 ans après, elle n'a jamais été retrouvée. Mais laissez-moi vous présenter Crystal avant de poursuivre. Elle était la plus jeune des 4 enfants, la seule fille, protégée par ses 3 frères avec qui elle était presque toujours. Parce que quoi que fassent les garçons, Crystal était là, elle aussi. Elle le faisait aussi, elle suivait le rythme d'enfants bien plus âgés qu'elle et elle ne se faisait jamais distancer. Elle partageait sa vie entre 2 maisons, celle de sa mère à Santa Monica et celle de son père à Los Angeles. Et ce jour-là, tout s'est effondré. Elle était chez son père. C'était le 30 juin 1994 et la chaleur californienne était écrasante et Crystal est sortie jouer avec ses frères. Ils ont fini chez un ami tout près où il y avait un pêcher dans le jardin. Le jeu consistait à cueillir des pêches et à voir qui pouvait en lancer une le plus loin par-dessus la maison voisine. Ils étaient arrivés vers 2 heures de l'après-midi. Leur grand-mère les a appelés vers 5 heures pour venir regarder le Roi Lion. Donc, quoi qu'il soit arrivé à Crystal, c'est arrivé quelque part pendant ces 3 heures. Et c'est la première chose cruelle dans toute cette affaire, parce qu'il n'y a pas un seul moment précis que quelqu'un peut pointer du doigt en disant « c'est là, à cette seconde, qu'on l'a perdu ». Sa famille n'est pas restée là à espérer. Ils étaient déjà dehors dans le quartier presque immédiatement, appelant son nom dans toute la rue, tous s'accrochant à l'idée qu'elle s'était simplement éloignée quelque part, tout près, et qu'en tournant un coin, ils la retrouveraient. Mais ils ont fouillé tout le quartier et il n'y avait rien d'anormal nulle part.
Aucun inconnu ne traînait là où il n'avait rien à faire, aucune voiture garée dans la rue qui n'avait rien à faire là, aucun signe de cristal nulle part. Alors ils ont appelé la police et la réponse qu'ils ont reçue était à peine croyable. Plus d'une centaine d'agents du LAPD ont afflué dans le quartier et des centaines de personnes de la communauté sont venues aider à chercher. Et comme Crystal n'avait que 6 ans, le FBI a aussi été saisi de l'affaire. Le LAPD a déclenché une alerte tactique localisée, mobilisant des agents supplémentaires pour la recherche et les maintenant sur place toute la nuit. Le conseil municipal de Los Angeles a offert 10 000 $ à toute personne ayant des informations pour ramener Crystal saine et sauve. Une mobilisation massive a suivi, toute la machine s'est mise en marche immédiatement. Les premiers intervenants, les agents fédéraux, les responsables municipaux et les voisins ordinaires étaient tous là, parcourant ensemble les mêmes quelques pâtés de maison encore et encore. Tout cela pour une seule petite fille. Mais vers 4h30 le lendemain matin, l'alerte tactique a été levée et tout cet énorme effort n'avait absolument rien donné, pas la moindre trace d'elle, pas la moindre preuve, même pas une piste claire à suivre. Ils ont fait du porte-à-porte dans tout le quartier et c'est là qu'on n'a plus l'impression qu'il s'agit d'une enfant disparue qu'on retrouvera au matin, mais que ça commence à ressembler à quelque chose de bien plus sombre, parce que personne n'avait rien vu. Et c'est pire que ça. C'est vraiment le cas parce que personne ne l'avait même vu. Je veux que tu réfléchisses à ça un instant. Du point de vue des enquêteurs, il s'agit d'une fillette de 6 ans portant un t-shirt rose vif. En plein après-midi ensoleillé, dans une rue pleine de monde, tu peux aller frapper à chaque porte et demander. Et parmi tous ces gens, pas une seule personne ne peut te dire qu'elle l'a vue. Pas en train de jouer, pas en train de marcher sur le trottoir, pas en train de partir avec quelqu'un, rien du tout. Et c'est ce rien, cette absence totale et complète du moindre témoin, qui a montré aux enquêteurs à quoi ils étaient vraiment confrontés. Une fillette de 6 ans ne disparaît pas sans laisser de traces ni n'échappe pas à une centaine de policiers et au FBI. Avec autant de lumière, de regards et un t-shirt voyant, si malgré cela on ne trouve rien, il ne reste plus qu'à croire qu'elle n'était pas partie de son propre chef. Quelqu'un l'avait enlevée discrètement, en plein jour, à découvert, alors que ses frères étaient à quelques pas devant elle et que tout le quartier était là et pas une seule personne n'a vu ce qui s'est passé. Puis, l'affaire s'est presque aussitôt enlisée. Pendant plus de 10 ans, il n'y a eu absolument rien. Aucun indice, aucun signalement, aucun appel de rançon, aucune réponse à quoi que ce soit, et l'enquête s'est simplement arrêtée. Et l'histoire a vite disparu des actualités, comme souvent dans ce type d'affaires. Finalement, c'était presque comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'y avait jamais eu de petite fille là-bas. Puis, en août 2005, sans aucun signe avant-coureur, le nom de Crystal est revenu dans l'actualité nationale. La police avait reçu un tuyau et a agi rapidement, et la maison au centre de l'affaire se trouvait juste en face de celle de son père. Un voisin a rapporté que, peu après la disparition de Crystal, il avait vu le propriétaire enterrer quelque chose sur la propriété, pensant alors qu'il s'agissait d'un animal. Alors, les enquêteurs sont venus et ont fouillé la maison, jusque dans le vide sanitaire en dessous, pendant que la famille et les voisins attendèrent dehors. 11 ans d'incertitude pesant sur cette maison de l'autre côté de la rue, puis la nouvelle est tombée, ils avaient trouvé des restes et tout le monde s'est préparé au pire. Parce que ça devait être ça, c'était la réponse après 11 longues années, sauf que ce ne l'était pas. Les restes n'étaient pas humains, mais des os d'animaux, comme l'avait affirmé ce voisin des années plus tôt. Soudain, tout s'est effondré et cette famille s'est retrouvée exactement là où elle était au début, pas plus proche de Crystal que l'après-midi où elle a disparu de cette rue. Quelqu'un sait ce qui s'est passé sur Brainhurst Avenue? Quelqu'un a toujours su. Et si ce quelqu'un, c'est vous, ou si vous avez entendu ne serait-ce qu'un murmure à propos d'une petite fille nommée Crystal Ann Tymick, sa famille n'est pas difficile à trouver et le LAPD non plus. Après 30 ans, la moindre des choses que cette famille mérite, c'est la vérité. Numéro 2, Patrick McDermott. Un homme monte à bord d'un bateau de pêche avec 22 autres personnes. 5 jours plus tard, il a disparu. Le bateau s'appelle le Freedom et dans la nuit du 30 juin 2005, il quitte la côte du sud de la Californie en direction de l'île de San Clemente, un long trajet vers le Pacifique. 23 personnes sont à bord. D'après tous les témoignages, le voyage est tout à fait ordinaire. Ils partent, ils pêchent, ils font demi-tour, ils reviennent et ils s'amarrent au quai comme prévu. Tout le monde récupère son matériel, descend le quai et rentre chez soi.
Il n'y a aucune tempête dans cette histoire, aucun appel d'urgence, aucun cri, aucun tumulte, aucun homme à la mer signalé, juste une sortie de pêche ordinaire qui revient d'un voyage tout à fait banal. Sauf qu'une de ces 23 personnes monte sur ce bateau et, pour autant que quiconque ait pu le prouver, n'est jamais revu. L'homme qui n'est pas rentré chez lui s'appelle Patrick McDermott. Et avant d'entrer dans ce que l'enquête a révélé, et elle a vraiment révélé des choses étranges, vous devriez en savoir un peu plus sur qui il était. Patrick est né en Corée du Sud. Lorsqu'il avait 2 ans, une famille américaine l'a adopté et l'a emmené aux États-Unis, et c'est là qu'il a grandi. À l'âge adulte, il a fini par travailler dans le cinéma, derrière la caméra, d'abord comme cadreur, puis comme éclairagiste, ce qu'on appelle un chef électricien. Il n'a jamais travaillé sur des blockbusters. Les films que vous connaîtriez de nom, c'était surtout des productions plus petites, indépendantes, et c'est grâce à ce travail dans le cinéma qu'il a côtoyé le monde des célébrités, ce qui lui a permis de rencontrer quelqu'un dont vous avez sûrement entendu parler, Olivia Newton-John, l'actrice principale de Grease. Tous les deux se sont mis ensemble en 1996 de façon intermittente, et cette relation en dents de scie a duré près de 10 ans. D'après toutes les photos qui existent d'eux, ils étaient heureux. On les voyait ensemble lors d'événements, main dans la main, souriant, tout paraissait parfait. Patrick est même passé à la télévision pour parler d'elle, et il a dit que si plus de gens étaient, je cite, un peu comme elle, le monde serait meilleur. Mais voici ce que les photos ne vous montrent pas. Patrick avait des ennuis d'argent. En l'an 2000, il a déposé le bilan avec environ 31 000 $ de dettes. Il devait aussi une pension alimentaire à son ex-femme, une femme nommée Yvette, 800 $ par mois qu'un tribunal lui avait ordonné de rattraper. Il cherche toujours du travail dans l'éclairage, mais trouve surtout des petits boulots indépendants qui ne couvrent presque rien de ses dettes. Voilà où en est Patrick à l'été 2005 en retard sur tout, travaillant de petit boulot en petit boulot, sans réelle issue que quiconque puisse voir. Et puis arrive cette sortie de pêche sur le Freedom, qui, comme je l'ai dit, se passe parfaitement bien. Le bateau revient, tout le monde s'en va, et pendant environ une semaine, la vie continue comme d'habitude jusqu'à ce que Patrick manque une visite avec son fils. Il l'avait noté sur le calendrier. Il était censé être là, et il ne se présente pas. Et il n'appelle pas. Et c'est tellement inhabituel que Yvette comprend tout de suite qu'il y a un problème. C'est vrai, ce gars a des soucis d'argent et de nombreuses complications, mais Patrick ne manquerait jamais de voir son propre enfant. Alors, elle appelle les autorités et elle dépose un signalement pour disparition. Et c'est ce signalement qui finit par envoyer quelqu'un de nouveau sur le bateau. La police commence à interroger l'équipage. Et à un moment dans cette conversation, il ressort qu'il y avait des objets laissés sur le pont du Freedom, des affaires personnelles, juste posées là. Et quand il passe, tout en revue, chaque objet appartient à Patrick. Alors, les gardes-côtes interviennent et commencent les recherches. Et l'hypothèse dès le départ, c'est la plus évidente et la plus sombre. Patrick est passé par-dessus bord quelque part sur l'eau et s'est noyé. L'acte criminel est écarté presque immédiatement. 22 autres témoins vont le confirmer. Donc, ce qu'il reste aux enquêteurs, c'est une supposition, et c'est une supposition terrible à devoir envisager. Est-ce que Patrick est passé par-dessus bord par accident, ou est-ce que c'était intentionnel? Et puis il y a ce détail qui, la première fois que je l'ai lu, m'a vraiment fait m'arrêter et poser le document un instant. La raison pour laquelle personne n'a remarqué que Patrick avait disparu pendant presque une semaine. À son retour au quai ce soir-là, l'équipage n'a jamais fait l'appel. Personne n'a compté, un bateau est rentré de l'océan, une vingtaine de personnes ont pris leurs affaires, sont parties dans l'obscurité et rentrées chez elles en voiture. Et pas un seul d'entre eux, pas une seule personne, n'a regardé autour de lui en se disant « Attendez, n'étions-nous pas plus nombreux que ça quand nous sommes partis ?» Environ 1 mois après la disparition de Patrick, l'affaire devient nationale. Et une fois que c'est partout dans les infos, les lignes de signalement sont inondées. Les appels arrivent presque tous les jours. Des gens jurent avoir vu Patrick. Et la plupart de ces prétendues observations se situent au Mexique. Selon l'une d'elles, il vivrait sur un yacht au large d'Acapulco. Une autre le situe dans une petite ville appelée Sayulita. Mais chaque fois que quelqu'un a vraiment creusé l'une de ces pistes, tout s'est effondré, rien n'a pu être prouvé, ou c'était simplement une erreur d'identité, quelqu'un qui lui ressemblait un peu. Et c'est là qu'un détective privé nommé Philip Klein entre en jeu dans toute cette histoire. Et Klein avance une théorie, et c'est du lourd.
Klein ne pense pas que Patrick se soit noyé du tout. Klein pense que Patrick a tout inventé, qu'il a simulé sa propre mort, et la raison, selon la façon dont Klein l'explique, c'est l'argent, en particulier une police d'assurance vie d'une valeur de 100 000 $ qui serait versée au fils de Patrick. Et écoute, vu à quel point Patrick était endetté, on peut au moins comprendre pourquoi quelqu'un pourrait en arriver là, mais rien de tout cela n'a jamais été prouvé, pas une seule preuve. C'était la théorie de Klein, la sienne et celle de personne d'autre, et aucune preuve concrète n'a jamais montré que Patrick avait simulé quoi que ce soit. Et en fait, environ 1 an passe et les gardes-côtes publient un communiqué disant qu'ils en ont fini. Ils n'enquêtent plus activement. Ils ont dit qu'ils n'avaient trouvé aucune preuve que la disparition était criminelle, aucune preuve qu'elle était intentionnelle, aucune preuve qu'elle était accidentelle et aucune preuve de fraude, ce qui, quand on y pense, couvre à peu près toutes les possibilités. Toutes les explications possibles auxquelles on pouvait penser. Les gardes-côtes avaient déjà exploré toutes ces pistes et aucune n'a mené nulle part. Je pense que la pire partie est survenue après, car l'histoire de Patrick n'était plus une simple disparition, mais une énigme que les gens voulaient résoudre avec ou sans preuve. Un homme a disparu, disparaît, personne ne sait pourquoi, et dans ce vide s'engouffre tout le reste. Rumeurs, témoignages, théories, gros titres, des gens affirmant avoir des certitudes là où il n'y en avait aucune. Au moment où un tabloïd australien publiait des photos d'un couple canadien totalement sans rapport et les présentait comme une preuve que Patrick était vivant au Mexique, la vérité ne semblait presque plus avoir d'importance. L'histoire avait dépassé les faits, mais pour ceux qui connaissaient vraiment Patrick, il n'y a jamais eu de fin. Aucune confirmation qu'il s'est noyé, aucune preuve qu'il a recommencé sa vie ailleurs, aucune réponse définitive, seulement des années d'inconnu affirmant qu'il savait ce qui s'était passé, alors qu'en réalité, personne ne le savait. Un homme monte à bord d'un bateau de pêche avec 22 autres personnes, le bateau revient, mais lui non. Numéro 1, Heidi Plank. C'est la nuit du 17 octobre 2021 et une femme nommée Heidi Plank est dans les gradins au match de football de son fils. Assise à côté de son ex-mari, puis, vers la mi-temps, elle se lève soudainement, dit à tout le monde qu'elle doit partir et sa famille ne la revoit plus jamais. Son fils est tout pour elle, il est la priorité absolue dans sa vie. Si elle est dans ses gradins un soir d'école, c'est parce qu'elle ne les quitte jamais tôt. Alors, quand elle se lève et disparaît dans l'obscurité, en plein milieu du match de son fils, les gens qui la connaissent sentent bien que quelque chose ne va pas. Son ex-mari s'appelle Jim. Ils se sont séparés il y a des années, mais ils n'ont jamais vraiment cessé d'être une équipe. Ils partagent la garde de leur fils, ils font des sorties ensemble, ils se parlent tout le temps. Donc, Jim est juste à côté d'elle pendant le match, et il l'avait observée toute la soirée, parce qu'elle semblait distraite, elle avait l'air contrariée, bouleversée. À un moment, il se penche vers elle et demande si elle va bien. Elle répond que oui, mais qu'elle subit beaucoup de pression au travail. Puis la mi-temps arrive, et elle a disparu. Le match se termine, l'équipe de leur fils gagne, et après la fin du match, Heidi envoie un message à son fils pour le féliciter de la victoire. Ce message est la dernière chose que quelqu'un ait entendu d'elle. Heidi s'est construit une vie confortable. Elle travaillait comme contrôleuse financière pour une société de conseil en investissement, gagnant un revenu stable pour elle et son fils, et elle a aussi connu des périodes difficiles. En 2015, elle a traversé une sorte de dépression nerveuse, mais elle a reçu de l'aide professionnelle, elle a eu le soutien de sa famille et de Jim, et elle s'en est sortie. Mais quelque chose pèse sur Heidi ces dernières semaines, et c'est important. Alors que le monde entre dans les années 2020, l'entreprise pour laquelle Heidi travaille est plongée dans une grave controverse. Il y a une enquête fédérale en cours et on parle d'une fraude d'environ 43 millions de dollars. Et d'après ce que Jim racontera plus tard à la police, Heidi avait peur. Elle lui avait longuement parlé de la situation financière de l'entreprise. Et ce dont elle avait vraiment peur, c'était que son propre nom soit d'une manière ou d'une autre mentionné dans cette enquête fédérale liée à des accusations de fraude. Pour revenir à ce week-end-là, Heidi quitte le terrain puis elle ne donne plus de nouvelles. Jim lui envoie des messages au cours des jours suivants, mais il ne reçoit aucune réponse. Il commence à s'inquiéter de plus en plus, mais il essaie de se rassurer, se disant qu'elle est simplement occupée. Son téléphone sonne. Son fils l'appelle de l'école car Heidi n'est pas venue le chercher et il n'arrive pas à la joindre non plus. Et c'est à ce moment-là que Jim comprend que quelque chose ne va vraiment pas du tout. Il appelle la police et signale la disparition de Heidi. Alors, quand Jim s'assoit avec les enquêteurs, il explique tout. Le stress au travail, l'affaire fédérale, sa peur que son nom ressorte dans l'enquête. Un détail ici me reste tout simplement en tête.
Peu de temps après la disparition de Heidi, l'un de ses patrons se présente chez elle, capté juste là par la caméra de sa porte d'entrée. Alors Jim commence à se poser des questions. Il commence à soupçonner que peut-être, juste peut-être, l'entreprise a joué un rôle dans la disparition de Heidi. Et je dois être prudent ici parce que cette partie est importante et je ne vais pas exagérer, c'est l'instinct d'un homme effrayé qui parle. Aucune preuve ne lie l'entreprise à ce qui lui est arrivé. D'accord, mais c'est là que ça devient étrange. Jim parvient à mettre la main sur le téléphone de Heidi et il remonte dans ses messages et il trouve des textos d'une femme dont il n'a jamais entendu parler, une femme qui vit dans un immeuble du centre-ville de Los Angeles. Et cette inconnue envoie des messages à Heidi pour une seule raison. Elle a trouvé le chien de Heidi, un petit chien nommé Seven, laissé tout seul au 28e étage de cette tour du centre-ville. Prenez un instant pour imaginer cette scène. Le chien de Heidi, tout seul, au 28e étage dans un immeuble de luxe où même la famille de Heidi ne savait pas qu'elle y avait déjà mis les pieds. La police suit cette piste, celle du chien et de l'immeuble, et s'y rend. Et c'est la partie qui, plus on y pense, plus elle devient troublante. Parce que la police de Los Angeles arrive à cet immeuble et demande à entrer, ils demandent à voir les images de vidéosurveillance et à leur grande surprise, les responsables de l'immeuble leur disent simplement non, ils ne les laisseront pas entrer. Ils refusent catégoriquement. Réfléchissez à ce que cela signifie. Il y a une femme disparue. La police est dans votre hall d'entrée et demande de l'aide pour la retrouver, et la réponse est non. Il leur faut un mandat de perquisition. Le LAPD doit obtenir une ordonnance du tribunal avant que le personnel de l'immeuble ne permette aux enquêteurs de faire leurs recherches. Lorsqu'ils visionnent enfin ces images, elle apparaît. Heidi entre dans l'immeuble à 18h22 le soir du match de football américain, le même soir où elle est sortie à la mi-temps. Et il s'avère qu'il y avait une fête dans l'immeuble ce soir-là. Alors la police fouille les lieux et les gens les regardent, sortir des choses, des documents, d'autres objets que personne ne peut identifier de l'extérieur, mais qui sont évidemment des preuves liées à Heidi. Et à ce jour, le public ne sait toujours pas ce qu'ils y ont trouvé, mais peu de temps après cette perquisition, le LAPD fait une déclaration et affirme que les preuves recueillies indiquent que Heidi n'a pas survécu à cette soirée. Elle est entrée dans ce bâtiment à 6h22 et la police pense qu'elle n'en est jamais ressortie. Et à partir de ce moment-là, toute la recherche prend une autre tournure parce qu'ils ne cherchent plus une femme disparue, ils cherchent son corps. Le LAPD lance une opération majeure dans un endroit appelé la décharge de Chiquita Canyon, des centaines d'hectares d'ordures, et quelque part là-dedans, ils pensent que se trouve Heidi. Alors ils fouillent, mais ils ne trouvent rien. Et puis, bien plus tard, et pour des raisons complètement différentes, la même décharge ferme définitivement. Après une réaction chimique en profondeur, tous ces déchets commencent à libérer des gaz toxiques dans l'air, rendant tout le site trop dangereux pour qu'on puisse même y mettre les pieds. Donc, si Heidi se trouve quelque part sous cette terre, ce sol est maintenant scellé de façon permanente. Alors, tu te souviens de la peur de Heidi? Tu te rappelles comme elle a passé ces dernières semaines terrifiée à l'idée que son nom ressorte dans une affaire de fraude de 43 millions de dollars? Eh bien, le fil que les enquêteurs finissent par tirer n'a presque rien à voir avec cette fraude. En fait, il s'agit d'un jeu de cartes. En juillet 2025, une enquête totalement distincte fait l'effet d'une bombe. Ce mois-là, les enquêteurs inculpent un groupe de personnes pour avoir organisé une organisation illégale de parties de cartes. Et en creusant sur ce réseau, des liens commencent à apparaître. Des liens entre des associés de ce réseau de crime organisé et Heidi, et c'est là que tout s'éclaire. Ce bâtiment du centre-ville, celui où la direction a claqué la porte au nez du LAPD, ce bâtiment était un lieu fréquent pour ces parties de cartes à gros enjeux, y compris l'appartement où cette fête avait lieu la nuit fatidique où Heidi a disparu. Selon les enquêteurs, Heidi s'est soit assise pour participer à une partie de cartes prévue là-bas ce soir-là, soit elle était simplement présente. Et la police affirme maintenant qu'il y a un fort soupçon qu'une ou plusieurs des personnes liées à ce réseau soient impliquées dans ce qui est arrivé à Heidi. Ou bien ils retiennent ce qu'ils savent à ce sujet, refusant de dire un seul mot, ce qui laisse un dernier élément. La théorie à laquelle les enquêteurs reviennent sans cesse, celle qui repose sur ce qu'ils ont trouvé dans cet appartement. Ils pensent qu'au milieu de cette partie de cartes, Heidi a fait une sorte de malaise. Et ils pensent que, dans une pièce pleine de gens, alors qu'une crise se produisait juste devant eux, pas une seule personne n'a pris un téléphone pour appeler le 911, et la raison probable, selon les enquêteurs, pour laquelle personne n'a passé l'appel, c'est que le faire signifiait que la police viendrait et que toute l'opération illégale serait exposée.
Donc, la théorie, ce que les enquêteurs pensent qu'il s'est passé, c'est qu'au lieu d'essayer de la sauver, les personnes dans cette pièce ont décidé que Heidi était un problème à éliminer, qu'elle n'était au final qu'une chose à jeter et à oublier. Un juge a déclaré Heidi légalement décédée en 2023. La date de décès sur ce document est la même nuit, la nuit où elle est entrée dans le bâtiment et n'en est jamais ressortie. Son corps n'a jamais été retrouvé. Voilà toutes les histoires de cet épisode. Si l'une de ces affaires vous a marqué, le prochain épisode est déjà à l'écran. Appuyez dessus avant de partir. Et si vous écoutez sur une plateforme de podcast, le prochain épisode s'enchaîne juste après celui-ci. Merci d'avoir écouté le podcast de Chill. Même voix, cauchemar différent. On se retrouve dans le prochain épisode.